Le ministère de l'Environnement du Québec impose une amende de 10 000 $ à Nordvolt. Stratégie bioalimentaire Montérégie annonce un nouveau partenariat pour préparer le futur du système alimentaire dans la région. Et est-ce que le contexte économique sera un enjeu de taille aux élections municipales en novembre? La réponse plus tard à l'émission. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Le ministère de l'Environnement du Québec a infligé une amende de 10 000 $ à Nordvolt pour avoir prétendument rejeté des eaux usées contenant des concentrations élevées d'aluminium et de chrome sur son site. Les autorités ont imposé cette sanction administrative, estimant que les eaux usées auraient dépassé les limites légales de ces métaux. En effet, en mai dernier, Info Rive-Sud rapportait justement que Nordvolt avait déversé une quantité surélevée de substances toxiques vers la rivière Richelieu, résultat des travaux de construction de sa méga-usine à Saint-Basile-le-Grand. Le ministère affirme que Nordvolt a rejeté ses eaux de ruissellement sur son site en décembre. C'est la troisième fois que le ministère de l'Environnement sanctionne l'entreprise. Rappelons que l'avenir du projet d'usine de batterie pour véhicules électriques sur le site de Saint-Basile-le-Grand est incertain après que sa société mère ait fait faillite en Suède. La filiale nord-américaine est donc toujours à la recherche d'un repreneur. Enchaînons avec des nouvelles sur la consigne maintenant. Un deuxième lieu de retour Consigne Action a ouvert ses portes sur le boulevard Taschereau à Brossard ce lundi. Il s'agit du deuxième lieu de retour à Brossard, un 10e sur notre territoire et un 20e en Montérégie. Le premier lieu de retour Consigne Action à Brossard, qui a ouvert ses portes récemment, est situé sur Grande Allée. C'est l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons qui en a fait l'annonce par voie de communiqué. Le nouveau lieu de retour sur le boulevard Taschereau est doté de nouveaux équipements performants à la fine pointe de la technologie, selon ce que rapporte l'association. Elle assure aussi que le tout est en place afin de récupérer de plus grandes quantités de contenants de boissons consignés de façon rapide et efficace. Réservée exclusivement à la récupération des contenants de boissons consignés, la nouvelle enceinte se concentrera sur le retour à l'unité avec des récupératrices automatisées et sur le retour express qui permet de déposer un sac de contenants non triés. Les citoyens qui le souhaitent pourront recevoir leur remboursement par le biais de l'application mobile Consigne Action. Pour le retour à l'unité, les citoyens peuvent être remboursés en argent comptant ou par voie électronique sécurisée, tandis que pour le retour express, le remboursement se fait par voie électronique seulement, étant donné que les contenants sont triés et décomptés dans les jours suivants. Rappelons que depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boissons prêtes à boire en plastique de 100 ml à 2 litres font partie intégrante du système de consigne. Les bouteilles de plastique d'eau pétillante, de jus, de boissons pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées, selon les données fournies par Consigne Action. Un peu de sport maintenant. Louis-Pierre Charbonneau, un athlète de 19 ans en volleyball de plage, originaire de Brossard, aura l'occasion de participer à 2 événements sportifs de grande envergure prochainement. D'abord, du 8 au 25 août, il représentera le Québec aux Jeux du Canada qui auront lieu à Saint-John, à Terre-Neuve et Labrador. Il s'attaquera ensuite à la scène internationale alors qu'il compétitionnera avec l'équipe canadienne au championnat du monde de volleyball de plage à Puebla, au Mexique, du 15 au 19 octobre. Considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa discipline, Charbonneau évolue présentement avec les Titans du cégep de Limoilou, avec qui il pratique le volleyball intérieur. On se tourne maintenant vers notre journaliste Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Bien content de te retrouver. Donc, commençons avec la mairie de Longueuil parce qu'il y a un nouveau candidat qui voudrait donc se présenter à cette mairie-là. Oui, il s'agit de Sacha Parisella, qui est un ancien membre du parti Longueuil Ensemble de Josée Latendresse. Il a annoncé ce dimanche qu'il lançait des démarches pour être candidat à la mairie de Longueuil pour les prochaines élections. Par contre, son nouveau parti, Agora Longueuil, n'est pas encore reconnu par Élections Québec.
On commence déjà donc à parler des prochaines élections qui s'en viennent en novembre. C'est un gros dossier pour TVRS. Monsieur Parissella, d'ailleurs, a donc une certaine expérience là, en politique. Oui, il avait travaillé comme consultant électoral en 2017, ainsi que comme directeur de campagne en 2021 pour le conseiller municipal de La Flèche, M. Jacques Lemire. Il a affirmé que son expérience auprès du cabinet de l'opposition lui a ouvert les yeux sur certaines choses. M. Parissella a également expliqué souhaiter faire les choses d'une autre façon s'il est élu et construire avec son tout nouveau parti une politique qu'il considère humaine, participative et accessible, même si il ne croit pas avoir les chances de remporter les prochaines élections. Il pense qu'il est important pour lui de se présenter aux élections municipales pour faire entendre une voix qu'il considère différente. Il a ajouté que cela ne faisait pas partie de son plan de carrière, mais qu'il ne pouvait pas rester silencieux après avoir vu ce qu'il a vu durant son expérience. Je vois donc intéressant de voir quel genre d'opposition il pourra apporter face à la mairesse actuelle, Catherine Fournier. Un tout autre sujet maintenant, Betty, un nouveau partenariat pour la stratégie bioalimentaire Montérégie. Oui, la SBM a annoncé leur collaboration avec Chemin de transition qui leur permettra de réfléchir à des stratégies pour le futur du système alimentaire territorial donc de la région. Il s'agit d'une initiative de l'Université de Montréal qui leur permettra aussi de fixer une vision commune pour le système alimentaire de la Montérégie, ainsi que de mettre en place un plan structuré. Donc, je rappelle que la stratégie bioalimentaire Montérégie, c'est le nom de la démarche qui est issue de l'entente sectorielle pour le développement et la promotion du secteur bioalimentaire en Montérégie. Donc, c'est une entente qui est avec 21 différents partenaires de la région, une entente qui est sur 4 ans, qui va se terminer donc en 2026. Selon Maude Saint-Hilaire, qui est coordonnatrice de la SBM, les besoins des acteurs bioalimentaires de la région sont nombreux et dépendent de chacun des acteurs. Donc, je me suis entretenue avec elle et elle m'a donné quelques exemples à ce sujet. Donc, voici ce qu'elle avait à dire. Au niveau des producteurs agricoles, bien, ils pourraient avoir besoin de soutien pour intégrer des pratiques durables, réduire l'utilisation de pesticides, aménager de façon à préserver la biodiversité. Pour les organismes, ça pourrait être des besoins en soutien pour l'approvisionnement, pour veiller à la sécurité alimentaire de la population. Donc, des besoins, il y en a vraiment beaucoup. Les priorités, par contre, du SBM sont claires et bien définies. Selon Mme Saint-Hilaire, elles seront vues à être repensées justement à cause du partenariat avec Chemin de transition. Donc, voici ce qu'elle a expliqué. On parle notamment d'assurer la pérennité puis la vitalité du secteur, du territoire, excusez-moi. On parle aussi de mettre en place des conditions puis des environnements favorables à la croissance des entreprises. Toutes ces priorités-là, on en a 5 au total. Elles sont encore d'actualité, mais on est justement à y repenser puis à pousser un petit peu plus loin ces priorités-là. Donc, selon Mélanie McDonald, qui est la directrice exécutive de Chemin Transition, cette collaboration leur permettra aussi de mettre en place la toute première trajectoire de transition alimentaire régionale issue du défi alimentaire. Parfait, on suivra donc ce dossier et il y a des choses qui ne changent jamais, Betty. On parle encore une fois des fermetures du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Ce sera la fin de semaine prochaine. Oui, l'autoroute 25 sera fermée dans les 2 directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, donc dans la nuit du 9 au 10 août prochain. Plus précisément, l'autoroute sera fermée en direction de la Rive-Sud, entre la sortie 5 et l'entrée en provenance de l'île Charon, ainsi qu'en direction de Montréal, entre la sortie 90 et l'entrée en provenance de la rue Sherbrooke-Est, donc de ce samedi 23h à ce dimanche 9h. Les entrées de ce tronçon ainsi que de l'avenue Souligny-Est entre les rues Dixon et Honoré-Beaugrand seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute. Et cette fermeture permettra quel genre de travaux? Donc, c'est des travaux de chaussée, des interventions liées au système électrique et de communication du tunnel qui seront effectuées, ainsi que l'installation de caméras de détection de véhicules hors gabarit. Donc, grâce à cette installation, il sera possible de détecter les camions de plus de 4,3 mètres de hauteur pour signaler aux conducteurs à l'aide de panneaux clignotants de prendre la bonne sortie. Donc, des essais de ce système seront effectués dès le 10 août prochain et la mise en service est prévue dans les prochaines semaines. Parfait. Merci beaucoup, Betty. Merci, Olivier. Après la pause, on s'entretient avec l'analyste politique Salim Idrissi. On va parler du contexte économique très instable dans les dernières semaines, avec de nouvelles modifications des tarifs douaniers notamment. Restez là.